le professeur Mouez Ben Ali. Il est oncologue médical tunisien, spécialiste de biologie moléculaire et du développement des médicaments anticancéreux. Professeur à Paris-Saclay et professeur invité à Harvard Medical Science. Il est également directeur médical chez Global Fortrea et président du programme Cancer Zéro. Diplômé de la faculté de médecine de Kremlin-Bicêtre, de l'École normale supérieure de Cachan et de l'Institut Gustave Roussy, il est titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire et d'une spécialisation en développement de médicaments anticancéreux. Figure majeure de la médecine de précision, il a contribué au développement et à l'enregistrement ou au lancement de 11 traitements anticancéreux, dont 9 sont aujourd'hui des standards de soins mondiaux. Scientifique de référence, pionnier de la médecine personnalisée, il est membre de groupes coopératifs internationaux de premier plan, ELN, EORTC, EBMT, et professeur invité dans plusieurs universités. Ses travaux ont contribué à l'essor des thérapies ciblées, de l'épigénétique, des anticorps bispécifiques, des immunothérapies innovantes, des vaccins thérapeutiques et de la radiothérapie guidée par intelligence artificielle. Il a participé à l'enregistrement de médicaments auprès de l'Agence européenne des médicaments pour des leaders mondiaux tels que Johnson & Johnson, GSK, BMS, Sobi ou encore Novartis Oncology. Le professeur Mouez Ben Ali préside également Oncologues sans frontières, une organisation engagée dans l'accès équitable aux traitements anticancéreux. Il porte une vision humaniste, centrée sur la réduction des inégalités nord-sud, la démocratisation des innovations thérapeutiques et la construction de coalitions internationales pour la santé. Son parcours est aujourd'hui cité comme un exemple de résilience, de leadership scientifique et de diplomatie sanitaire, faisant de lui l'un des experts les plus influents de l'oncologie moderne et un ambassadeur majeur sur la scène mondiale. Professeur Mouez, je vous cède le micro. Excellence, mesdames et messieurs, en vos grades et vos qualités, permettez-moi de vous remercier pour votre présence, qui n'est pas seulement diplomatique, mais elle est symbolique, elle est porteur d'espérance, elle est aussi en train de confirmer que l'Afrique, elle ne pourra pas que subir son destin, elle refuse son destin sanitaire. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas en ma qualité d'oncologue ou chercheur et développeur de médicaments, mais aussi comme fils du continent qui se joint à vous pour refuser ce destin sanitaire. Et avant de commencer ma présentation sur le cancer, mais comme je connais les médicaments et le développement des médicaments, je souhaite aussi interagir avec mes confrères et pour vous dire qu'ensemble, peut-être, ce type d'échanges vont aider, qu'ensemble, on pourra faire des choses. Ce que vous présentez, professeur Jacob, donc il ne se fait pas d'un lyophiliseur pour passer d'une tisane à un médicament. Donc les essais cliniques sont la règle. Si on veut un médicament, c'est un médicament selon les recommandations internationales. Donc, et les essais cliniques et les know-how des essais cliniques, on l'a. Personnellement, j'ai développé plein de médicaments qui sont enregistrés selon les recommandations internationales. Donc, on pourra faire ça car on ne pourra pas passer les données que vous avez trouvées in vitro directement l'extrapoler chez l'humain. Et ces essais ne seront pas très chers, mon cher confrère. Ce n'est pas de 108, car vous avez calculé 80 millions pour les essais. Les essais cliniques sont chers car on passe beaucoup de temps dans le recrutement. En Afrique, on a la maladie, mais aussi on a un potentiel patient. Et on ne doit pas blâmer l'autre qui n'a pas fait des essais pour nous ou qui n'a pas cherché un traitement optimal. Donc ces 80 millions, si on va réduire le temps de recrutement des patients, ils vont se réduire à rien du tout. Et surtout si on a le know-how en interne de faire ces essais. Donc on pourra faire, on a des données aujourd'hui. Et en plus de tout ça, l'economic burden, je suis d'accord. Donc le malaria, c'est beaucoup d'argent, je viens de découvrir. Je sais pas. Et c'est pour cela que Cancer Zéro ne va pas se focaliser que sur des médicaments contre le cancer. Tout à l'heure, avec monsieur, son Excellence, l'ambassadeur de Cameroun,
On a parlé d'antirétroviraux qui sont aujourd'hui dans le pipeline de Cancer Zéro, mais aussi on pourra à tout moment parler des médicaments. On travaillera avec vous contre le malaria ou le paludisme, et c'est possible. Je vais vous donner une idée. C'est pas... Car un médicament, il ne se fait pas de dire que j'ai trouvé quelque chose d'efficace in vitro. On a parlé des essais cliniques, mais on doit penser d'une façon innovante. Personnellement, lorsque je vois aujourd'hui des souches résistantes, je pense à d'autres façons de développement, des médicaments de précision, ou les vaccins que vous avez présentés au départ, les 2 vaccins qui étaient présentés. Ben, vous savez qu'en Afrique, on a aussi un STADIP. Un STADIP était derrière le développement des vaccins à ARN messager. Ça veut dire que c'est le cabinet d'intelligence artificielle qui a été en Tunisie, qui a développé les modèles d'imitation du virus le virus de Covid-19. Et suite à ça, on a trouvé les médicaments. Je pense qu'aujourd'hui, ces souches, si vous allez me donner ces souches résistantes, on pourra ensemble travailler sur un vaccin universel qui répondra à toutes les souches. Et c'est possible aujourd'hui. Je pense aussi au CAR-T, vous savez, le chimérique antigène récepteur lymphocyté. Le modèle, il sort de l'oncologie aujourd'hui pour aller dans toutes les aires thérapeutiques. Donc, faire un vaccin aussi bien thérapeutique ou préventif qui prévoit toutes les souches de paludisme ou de malaria et faire booster les réponses immunitaires de nos citoyens ou de nos patients, ça vaut mieux que continuer à chercher de la même façon de médicaments. Donc on pourra parler de ça et on pourra les développer. Permettez-moi maintenant de vous présenter Cancer Zéro. Cancer Zéro, ce n'est pas un projet d'un médicament ou d'une usine de fabrication de médicaments, c'est plutôt une vision qui va doter l'Afrique de plusieurs choses. La première, c'est la souveraineté sanitaire. Comme mes confrères l'ont présenté, la souveraineté sanitaire ne passera pas ou on ne pourra pas l'atteindre sans avoir notre souveraineté de fabrication et non pas que fabrication, développement de médicaments. Aujourd'hui, il y a un problème énorme. On ne connaît pas les médicaments. Il faut savoir que le médecin académique, hospitalier ou autre, il est un expert de bon usage des médicaments. Mais lorsqu'il s'agit de, quelles que soient ses origines, quel que soit là où il est en train d'exercer, les médicaments, c'est des laboratoires. Le médecin, c'est un expert de bon usage, mais jamais un expert de développement des médicaments. Et vous n'allez jamais trouver un académique qui développe des médicaments. Il pourra, comme il a dit mon confrère, avoir l'idée, et l'idée elle sera achetée par un laboratoire qui va développer les médicaments, car il n'y a pas que le moyen, il y a un know-how qui n'a jamais quitté des laboratoires. Cancer Zéro, il y a l'objectif de ramener ces know-how qui n'existent pas en Afrique à l'Afrique. Et aujourd'hui, il y a un conseil scientifique, il est plus riche que ça, hein. Là c'est les membres fondateurs, où il y a des experts des développements et il y a des experts des technologies. Si on prend le professeur Michele Petaro, de Rome Tor Vergata en Italie, il est prêt à aller vivre en Afrique pour ramener ses know-how de fabrication des anticorps monoclonaux qui n'existent pas, on ne l'apprend pas à la faculté de médecine et de pharmacie. La même chose, on a le professeur Martin Schlumberger, qui est le numéro 1 mondial, le cancérologue numéro 1 mondial. Il est aussi retraité, il est prêt d'aller aider en Afrique. On a le professeur Adriano Venditti, le doyen de la faculté de médecine Rome Tor Vergata aujourd'hui. Et on a même des Américains qui sont prêts à venir et à vivre chez nous pour aider à la fabrication. C'est des technologues, médecins technologues qui ont la capacité de fabriquer et de développer, qui ont déjà développé des médicaments. Cancer Zéro aussi, c'est une équipe qui se mobilise tous les jours et qui travaille tous les jours. On est en train de présenter l'équipe exécutive aussi. Il y a dans la salle mon ami et mon collègue Christophe Colonna, grâce à lui que je suis aujourd'hui parmi vous, et je le remercie énormément qui m'a donné cette occasion de vous rencontrer. Mais il y a aussi des oncologues et des médecins qui exercent en Afrique, comme Dr Scaf, qui est basé à Abidjan, qui m'a parlé de paludisme et de malaria avant même, elle est oncologue, mais avant même qu'elle me parle des cas de cancer. Je ne veux pas m'attarder sur ma présentation, notre ami m'a présenté suffisamment, mais je souhaite rappeler que je suis engagé contre le cancer. Et je ne peux pas
ne pas être engagé envers mon continent. C'est vrai que mon continent aujourd'hui ne compte pas suffisamment de patients cancéreux et je suis très content. En Afrique aujourd'hui, on a 1,7 million de cancéreux, mais aussi ces 1,7 million, c'est des cas presque entre parenthèses très avancés. Et en plus de tout ça, les dépistages et les diagnostics ne se font pas correctement. Donc, on n'est pas sûr que c'est vraiment seulement 1,7 million. La deuxième chose, on ne pense pas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est une population jeune. Donc, mais cette population jeune, on a commencé à gagner dans l'espérance de vie. Et ça prouve que l'Afrique, elle est en train de se développer et correctement. Lorsque vous avez un pays où les indicateurs de santé prouvent qu'il y a un gain dans l'espérance de vie. Si je prends des exemples des pays que je connais, la Tunisie qui a son indépendance en 56, elle a passé d'une espérance de vie de 55 ans à aujourd'hui 78 ans. Donc il y a un gain énorme et c'est pas le seul exemple, c'est partout en Afrique, on est en train de gagner dans l'espérance de vie. Et c'est lui qui dit qu'on est en train de gagner dans l'espérance de vie, ça veut dire on est des populations qui commencent à vieillir. Et lorsqu'on parle de vieillissement, on parle de cancer. Par contre, le cancer n'est pas une maladie que pour les patients âgés, que pour les personnes âgées. Selon le journal Lancet, le mois de novembre 2025, la maladie, elle a commencé à régresser dans le médian d'âge. Aujourd'hui, un cancer comme le cancer colorectal se voit passer d'un médian d'âge à 60 ans à un médian d'âge à 50 ans. Et le taux de cancer colorectal moins de 35 ans, il est passé à 28% et avant, il était seulement à 8%. Donc, c'est vraiment énorme. Le cancer, aujourd'hui, c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde, avec aujourd'hui aux alentours de 10 millions de décès. Les projections de l'OMS sont alarmantes. Donc, il y aura 70% plus de cas de cancer en 2050, ce qui est réellement très alarmant. Une personne sur 5, aujourd'hui, un homme sur 5 développe un cancer dans sa vie et une femme sur 6. Le risque de mourir d'un cancer, c'est un homme sur 9 et une femme sur 12. Comme je vous ai dit au départ, l'Afrique aujourd'hui, pas beaucoup de nouveaux cas de cancer, 1 million, presque 200 000, mais vraiment, on n'est pas sûr car il n'y a pas beaucoup de registres et surtout de registres actualisés de cancers en Afrique. Mais si vous avez remarqué, le 1,2 million de cas, le taux de mortalité il est très élevé. Il est aux alentours de 65%. En Occident, le taux de mortalité il est aux alentours de 32%. Donc, le taux de mortalité qu'on a, il est énorme et c'est dû au non-accès aux traitements innovants, mais aussi à l'inefficacité des plans cancer existants ou l'inexistence des plans de cancer. Donc, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de dépistage et il y a beaucoup de cancers où le diagnostic s'est fait un peu tard. Donc, je rappelle comment on a fait évoluer la médecine. En fait, la médecine n'était pas évoluée comme science médicale. Donc, depuis Hippocrate, on n'a rien changé à la médecine. C'est la technologie qui a toujours évolué la médecine. Et avant 2000, on parle de médecine empirique. Donc, la médecine ou les traitements aussi sont empiriques. Donc, les médicaments, il était empirique. Il vient des plantes, on ne change rien à la plante. Mon collègue, il a parlé tout à l'heure que les tisanes, il y avait des fluctuations dans les compositions ou dans l'efficacité. C'est normal. Jusqu'à 2000, en année 2000, on a inventé deux choses. Premièrement, on a industrialisé la physique. On a créé l'échographe. Et l'échographe, elle est devenue à disposition de tous les médecins généralistes. Je me rappelle de ma grand-mère au village, lorsque je rentre de France, j'étais étudiant, elle me dit « Oui, je vais aller chez tel médecin, il a la télé. Il va faire des diagnostics avec la télé. » Donc, et ça, c'était... Et la deuxième chose, on a passé des fabrications artisanales des médicaments aux fabrications industrielles selon des procédures et
des règles, des recherches cliniques, et on a passé des médicaments dits empiriques à des médicaments dits ciblés, et on a fondé ce qu'on appelle la médecine ciblée et la thérapie ciblée. Après, je ne veux pas suivre à la lettre ma présentation. Donc, après l'année 2000, c'était l'année où on a passé d'un scénario de désert, où il n'y avait pas beaucoup d'options thérapeutiques, un médicament pour toute la population. Si on a aux saisons de grippe, tout le monde qui passe au dispensaire dans les coins, ils ont la même ordonnance, la même chose, et c'est partout dans le monde, c'est pas qu'en Afrique. Donc, des médicaments dits ciblés, c'est un groupe de patients qui ont un traitement. Donc, mais en 2000 aussi, on a commencé à avoir des problèmes économiques, des pharmaco-économies de santé. Pourquoi? Car les scénarios opposés au scénario désert, c'est un scénario forêt, donc plusieurs options thérapeutiques, et ces options thérapeutiques sont dites ciblées, donc des fabrications de small molecules, donc des médicaments chimiques, mais ciblés, donc qu'ils ont un coût. Pourquoi ils ont un coût? Mon confrère a présenté quelque chose aussi très intéressant. Vous voyez, pour le premier médicament dit ciblé dans le monde, c'est pas qu'en oncologie, c'est Gleevec, c'est de l'imatinib, mais vous voyez le parcours de Gleevec. Les connaissances scientifiques, ils étaient là depuis 1845. Et on a attendu jusqu'à 2001 pour lancer Gleevec par Novartis. Donc, on a pris presque 200 ans pour amener un médicament sur le marché. Pourquoi? Car les options qu'on avait, la technologie qu'on avait et la méthodologie, c'était une méthodologie très archaïque et très ancienne. Ça veut dire faire des essais cliniques comme à l'ancienne, phase préclinique, mais après phase 1, phase 2, phase 3. Aujourd'hui, ces phases cliniques dans le monde de l'intelligence artificielle n'existent plus. On a des modèles physiologiques et c'est pour cela que j'ai dit à mes collègues qu'on pourra faire des essais avec le moindre nombre de patients et avec one-shot trial, accelerated registration, from first in a human jusqu'à des premiers essais sur l'humain jusqu'à l'enregistrement, mais ça sera one-shot trial. Donc là, je vous ai dit qu'on est passé après l'année 2000, donc la médecine dite ciblée d'un scénario de désert à un scénario forêt. Ces scénarios, excusez-moi, je ne sais pas comment faire passer, ça ne marche pas. Voilà. Ces scénarios ont créé aussi des problèmes pharmaco-économiques car ces médicaments qui sont dits déciblés, qui donnent des résultats très remarquables, qui font sauver des vies, ces médicaments, ils ont un coût. Et deuxièmement, ils ont créé un autre problème dans la tête de nos médecins. Je peux vous parler des techniques de création de médicaments. Si on prend les deux premières molécules, c'est les mêmes labos. La première, c'est le médicament historique qui nous a ramené vers ce monde de médecine dite ciblée, de thérapie ciblée. Le deuxième, c'est le même labo. En même temps, ils ont fabriqué les premiers que les deuxièmes, mais ils ont décidé de lancer les premiers qui est moins efficace. Le deuxième, c'est un analogue de structure. Donc, ils ont juste ajouté un groupement CH3. Je suis désolé de parler un peu science. Donc, par contre, pourquoi? Pour qu'ils ne seront pas concurrenciés. On ne fait pas les génériques de ces médicaments. C'est pour cela qu'il faut éviter de déposer des brevets lorsqu'il s'agit des médicaments. C'est là même qui compte. Ça, c'est l'erreur de l'académique. Lorsque vous avez quelque chose de scientifique, vous n'essayez pas de l'enregistrer, car des dates de l'enregistrement, on commence à compter 17 ans aux États-Unis pour le brevet et 20 ans en Europe pour les brevets. Et c'est pour cela que les laboratoires, ils ne font pas d'enregistrement de brevets. Ils commencent à compter à partir de la date de là même. Donc, vu que les méthodes de développement de l'époque, elles étaient très longues, phase 1, phase 2, phase 3, donc les laboratoires trouvaient des solutions, ça veut dire créer des analogues de structure de leurs médicaments pour qu'ils le lancent, le deuxième structure, ils le lancent le deuxième médicament juste avant de perdre leur brevet ou leur AMM. Et comme ça, ils seront concurrents à eux-mêmes et ils continuent. Par exemple, le Matinib aujourd'hui, et lorsqu'il était lancé, c'est 2200 €. Aujourd'hui, 1200 €. Mais Tasigna, le nom commercial de nilotinib, qui est de même labo, il est plus cher que les 2200 € initial. Et c'est comme ça qu'on n'arrivera jamais, n'importe quel pays au monde, quels que soient ses moyens. Vous savez, je travaillais dans de grands labos, par exemple les labos suisses. Les Suisses, ils ne peuvent pas rembourser. C'est un pays très riche. S'ils ne participent pas eux-mêmes à la création de l'innovation, les Américains, la même chose. Donc, toute ma vie, j'ai travaillé dans des structures globales ou régionales. Aucun pays ne pourra financer l'innovation thérapeutique de l'époque ou de maintenant. Là, je suis en train de parler des médicaments anciens.
Ça, c'est des médicaments qu'on pourra génériquer. Et d'ailleurs, on pourra commencer à fabriquer leur générique. Et je ne veux pas blâmer mes confrères africains, mais je suis très étonné que personne, c'est des génériques, même pas des biosimilaires qui ne nécessitent pas des essais, personne n'a commencé la fabrication. Il y a des problèmes énormes chez nous dans l'éducation et la formation de nos médecins et nos pharmaciens. Il faut suivre ce que l'OMS a dit. Lors de Covid, il y a une pauvreté scientifique dans la formation de nos corps médicaux, malheureusement. Donc, en même temps que cette révolution, car c'était la première révolution qui a ramené l'humain de passer d'une médecine empirique à une médecine ciblée, dite ciblée, il y avait la fabrication et l'industrialisation de la biologie. Et on a créé ce qu'on appelle la biotechnologie. Donc, on a commencé à fabriquer la biologie. Après que M. Austin Crick, paix à son âme, M. Crick vient de nous quitter 2 mois en arrière. Donc, on a commencé à fabriquer, on a passé à l'industrialisation de la biologie à partir des années 90. Et en même temps que cette innovation de thérapie ciblée, on a fabriqué le même anticorps monoclonal médicament. En 2001, le laboratoire Novartis a lancé Glivec, donc l'imatinib, comme thérapie ciblée de la leucémie myéloïde chronique. Le laboratoire Roche, un autre laboratoire suisse, il a lancé le rituximab, le premier MAB comme monoclonal antibody, le premier médicament qui sort de la biotechnologie et le premier médicament biologique dans le monde. Et comme ça, on a arrêté une fois pour toutes la fabrication de phytothérapie, et la phytothérapie restait comme complément alimentaire et non pas comme médicament. C'est pour cela qu'on doit faire attention lorsqu'on présente et on parle de médicaments. Et ces médicaments biologiques, ils ont donné des solutions. C'est devenu le seul médicament des maladies qui étaient handicapantes ou qui menacent le pronostic vital. C'est le seul, il n'y avait pas d'autre chose. Et vu que ces médicaments, ils ont devenu essentiels pour la guérison et non pas que pour les traitements, leur coût a été exorbitant. Et il passait en 2018 de 291 billions. Il faut savoir, lorsqu'on calcule les médicaments, chaque laboratoire qui existe au monde, avant 2017, je suis désolé, avant le lancement, on fait nos calculs sur la base des 6 major markets, les 5 plus grands pays européens, plus les États-Unis. Après 2017, c'est 7 major markets, les 5 plus grands pays européens, plus les États-Unis et la Chine. Personne ne nous calcule. On est the rest of the world pour eux. Donc, personne ne fait de calculs. Il faut qu'on soit conscient de ça. On ne peut pas les blâmer. On doit travailler avec eux. Et on doit compter sur nous-mêmes pour des maladies qui nous concernent nous-mêmes. Excusez-moi, je ne peux pas revenir en arrière. Voilà. Donc, voilà. D'autres choses, après cette révolution des thérapies ciblées, il y avait un grand programme aussi pour vous montrer à quel point la solidarité nord-sud est importante. Il y avait un grand programme de séquençage des génomes humains qui s'est terminé en 2010 avec la publication de ces séquences de génome humain. Et on se rappelle tous qu'il y avait des grandes cérémonies, mais il y avait des grandes découvertes telles que la partie codante et la partie non codante, et surtout qu'avant cette partie non codante, on l'appelait ADN poubelle, junk DNA. On a compris, excusez-moi si vous pouvez les remettre, on a compris que cette junk DNA, elle est beaucoup plus importante que même la partie codante pour la maladie. Et on a compris, et c'est la notion de l'épigénétique, ce que j'appelle, moi, dans toutes mes conférences, la justice de Dieu. Ça veut dire, vous pouvez hériter un gène lié à une maladie, mais c'est à vous de décider d'avoir la maladie ou pas. Et là, on l'a appris, on l'a compris avec 2 sœurs jumelles en Angleterre qui ont hérité le gène BRCA, qui est lié avec le cancer des seins. Une d'entre elles a développé le cancer et l'autre non. Et on s'est penché sur la question, je me rappelle, j'étais encore étudiant, on s'est penché sur la question pour comprendre, et on a eu cette notion d'épigénétique. On a compris que le gène existant a été inhibé par la partie épigénétique, la partie non codante, car cette partie non codante, elle interfère avec l'environnement. Ça veut dire si vous êtes anxieux, stressé,
si vous avez une hygiène de vie correcte ou pas, si vous fumez, vous buvez de l'alcool. Donc, c'est vous qui décidez de déclencher la maladie ou pas. Donc, j'essaye de vulgariser, bien sûr. Donc, en 2010, il y avait une autre révolution. Encore une fois, malheureusement, ces révolutions, on ne les a pas connues. On les subit. On ne participe pas. Cette révolution, c'est passer de la thérapie dite ciblée à une thérapie dite personnalisée. On a commencé à fabriquer sur mesure pour chaque patient. Et justement, car on a découvert qu'il y a une notion d'épigénétique. Plus que ça, vous savez que pour le développement d'un médicament, avant de développer des médicaments, mes confrères, ils ont parlé de la partie toxicologique et pharmacologique, pharmacodynamique, pharmacocinétique. N'importe quel médicament que vous avez dans les pharmacies, c'est un médicament surdosé, car la dose est liée au prix. Et les laboratoires, ils ne les cachent pas. Car, pour les médecins, les laboratoires, lors de l'essai clinique phase 1, ils déterminent 2 doses. Maximum tolerated dose, la dose maximale tolérée, et la dose limitante toxique, limiting toxicity dose. Et ils demandent au médecin, bien sûr, s'il est pharmacologue, de déterminer la dose optimale biologique, ce qu'aucun médecin ne le fait. Et surtout en oncologie, il donne le maximum tolerated dose. Si le patient il va faire des effets indésirables, il va réduire la dose. Par contre, dès le départ, c'était mentionné dans l'RCP, résumé des caractéristiques des produits, que chaque médecin est responsable de la dose qu'il lui donne et c'est à lui de trouver la dose optimale biologique. Bien sûr, il y a des agences régulateurs qui ont découvert qu'aucun médecin, c'est pas qu'en Afrique, même en Europe, c'est pas tous les médecins qui sont des chercheurs et des savants. Hein. Il y a des médecins qui ont resté toute leur vie praticiens et qui n'ont pas développé cet aspect de réflexion. Donc, le programme Optimus qui a été initié par l'FDA, Food and Drug Administration, incite les laboratoires maintenant d'indiquer la dose optimale biologique, sachant que la plupart jusqu'à maintenant, vu que c'est des recommandations qui ne sont pas obligatoires, continuent toujours avec la technique. Et je vous donne à titre d'exemple, il y a des médicaments très innovants aujourd'hui, l'immunothérapie, tout le monde parle. L'immunothérapie dans le cancer des poumons, elle est vitale, elle sauve des vies. Je cite un médicament avec son nom scientifique, les pembrolizumab. Vous savez, pour les pembrolizumab, il y avait une étude qui a été publiée en Inde qui montre qu'un 1/16 des doses était aussi efficace que la dose qui a été mentionnée par les labos. Une autre étude qui sera publiée dans 2 semaines, faite par Benjamin Bess chez nous à Gustave-Roussy en France, montre que la moitié des doses recommandées est efficace. Lorsqu'on parle de moitié des doses, c'est des économies énormes, car le paquet d'un médicament qui tient juste 1 mois pour un patient qui doit avoir le médicament à vie, il coûte 4 200 €. Si cette 4200, elle va vous tenir 2 mois au lieu d'1 mois, c'est très très important. Et si c'est 6 mois au lieu d'1 mois, on fait beaucoup d'économies de santé. Donc, il y avait des médicaments en 2010 qui ont commencé à apparaître, dits personnalisés, et en 2017, j'ai réussi avec mon équipe européenne de lancer la première médicament qui s'appelle un médicament de précision, donc une autre révolution au sein de la révolution des médicaments personnalisés, qui s'appelle CAR-T, Chimeric Antigen Receptor Lymphocyte. Donc pour ces médicaments, c'est le patient qui devient originateur de son médicament. On prend les lymphocytes, donc les cellules responsables de l'immunité, on les booste à l'extérieur, on les prend de sang de malade, on les booste moléculairement, donc génétiquement, et on les met dans une sauce mayonnaise et on les remet au patient. Du coup, le patient, il est l'originateur de son médicament et le patient, c'est les îles de son médicament. C'était en septembre 2017 qu'on a eu l'approval des autorités compétentes, de l'FDA et de l'EMA, et ces médicaments, il est commercialisé, mais le coût aujourd'hui, il est exorbitant. Par contre, les pays qui savent, qui ont des centres de référence au lieu des hôpitaux, qui font de la phérèse et qui collectent les lymphocytes eux-mêmes, ils sont capables, car il n'y a pas de brevet dedans. Pour chaque patient, vous fabriquez son médicament. Il n'y a pas un médicament pour une population. Vous voyez? Donc, et c'est pour cela, notre problème, il n'est pas un problème financier. J'ai jamais vu, vous savez, je suis le médecin européen qui a développé plus de médicaments les dernières 20 ans. Aucun des médicaments qu'on a développés, on avait besoin d'argent. On a l'idée, on passe devant JP Morgan. Vous savez, Novartis, à l'époque, j'ai géré un budget de 294 billions.
Et jamais on n'a mis de l'argent pour le développement. Vous avez l'idée, vous passez, vous allez avoir l'argent, car mon collègue il a parlé des revenus. Vous allez jamais voir des revenus comme ce que le médicament pourra générer comme revenu. Et lorsque vous allez voir un système de santé qui consomme de l'argent, sachez que c'est pas un système de santé, c'est un système de soins. Le système de santé, il génère de l'argent. Et c'est pour cela qu'il y a des laboratoires et des assureurs. D'accord? Donc voilà, ça c'est la technique de fabrication des quartiers pour vous montrer à quel point c'est très facile. À quel point vraiment c'est facile et c'est une fabrication personnalisée, je ne vais pas m'étarder. Donc on passe d'une fabrication de médicaments à grande échelle, one batch pour une population, à une fabrication personnalisée, one batch, one patients. Et c'est facile de commencer là où les autres ils ont. On n'est pas obligé de revenir penser aux méthodes archaïques de développement de médicaments. Ça, juste pour vous montrer qu'on est en train de passer de ces quartiers comme un traitement simplement basé sur les lymphocytes. On est en train de préparer des vaccins des quartiers. Le 14 avril, j'étais invité par le ministre de Santé français pour présenter des travaux sur les quartiers. Aujourd'hui, on ne pense pas qu'aux lymphocytes T. Je m'oriente aux médecins. On pense aussi aux natural killers. Donc, on prépare vraiment des vaccins et c'est pas des traitements, c'est des médicaments liés à la guérison. Et on ne pense pas qu'au cancer. Des maladies comme le lupus ou d'autres maladies qui n'ont pas de solutions telles que les scléroses en plaques aujourd'hui peuvent être traitées de la même façon. Toutes les maladies auto-immunes peuvent être traitées et c'est pas des traitements, encore une fois, car dans l'officine, dans le pharmacopée, tout ce que vous voyez, c'est des médicaments qui traitent, donc qui aident à la guérison. Et là, on parle des médicaments liés directement à la guérison. Bien sûr, j'étais en train de parler du coup, je vous cite quelques médicaments biologiques, et là, c'est des biosimilaires des médicaments biologiques. Je vais vous définir les biosimilaires, et vous regardez la revenu, et c'est en billions. Et encore une fois, c'est calculé sur les 7 major markets en 2018, et en 2013, c'était les 6 major markets. Vous voyez à quel point c'est cher. Et c'est des billions, hein. Donc, tous ces développements, toutes ces révolutions, ils ont créé vraiment un impact énorme sur l'économie de santé. Et aucun pays dans le monde, vous voyez, aucun pays dans le monde aujourd'hui ne pourra suivre cette révolution et ne pourra donner accès à l'innovation si elle n'a pas les chercheurs qui vont participer à l'innovation. Je vais aller vite. Parmi les solutions que les autorités de santé ils ont trouvées, vu que maintenant les médicaments biologiques sont la règle et que 7 médicaments sur 10 sont des médicaments biologiques, donc les médicaments biologiques, on ne peut pas faire des génériques pour eux. On pourra faire des biosimilaires. Chez nous, en Afrique, on n'a que des usines de fabrication des génériques. Donc, 70%, même le cas le plus optimal des pays qu'on a, 70% de nos médicaments, on doit les importer. Je parle des cas optimaux. Donc, pourquoi on ne peut pas faire des biosimilaires de la même façon, même pour les médicaments biologiques anciens? Car on est obligé de passer par la case de l'essai clinique phase 3B, l'étude pivotale, pour approuver un biosimilaire. Et on a un know-how qu'on n'a pas, c'est la fabrication des anticorps monoclonaux. Et cet essai clinique, on n'a pas les connaissances scientifiques aujourd'hui chez nous en interne. Je ne suis pas en train de blâmer, hein, je me sens concerné. Et c'est pour cela que j'ouvre les portes d'une interconnectivité sud-sud, mais aussi nord-sud. Il faut savoir qu'un médicament, il se développe pour le monde. Il ne se développe pas pour un pays ou un continent. Donc, et de ce constat que l'innovation ne pourra pas concerner que les gens qui peuvent les payer. L'innovation doit être universelle ou elle ne peut pas l'être. Elle ne pourra pas être considérée comme une innovation. J'étais choqué que le médicament ou les médicaments que j'ai développés, ce n'est pas les derniers, mais parmi les derniers, les CAR-T, ils coûtent 1 200 000 pour sauver un enfant de leucémie aiguë lymphoblastique. Et je vois des enfants qui viennent de mon continent qui ne peuvent pas avoir ces médicaments. C'est qui peut payer les 1 200 000? Aujourd'hui,
La première année, je me rappelle, la plupart de mes patients, ils viennent du Moyen-Orient, même pas des États-Unis ou d'Europe. Donc, c'est pas, j'ai trouvé des problèmes, j'étais pas bien et je voulais trouver des solutions. Et c'est pour cela que je pense que la vision qu'on porte aujourd'hui avec Cancer Zéro, c'est une vision qui va remettre l'Afrique sur la cartographie des santé mondiale. C'est pas une Afrique qui va compter sur l'autre pour le développement, c'est une Afrique qui va tendre la main pour développer avec l'autre. On ferme pas nos portes devant l'autre. On développe nos médicaments avec l'autre. On a des compétences humaines, mais aussi on a une population cible, on a des universités, on a des structures de recherche et on est capable de mener des travaux de recherche, au moins sur les maladies qui nous concernent. Donc, et c'est pour cela que Cancer Zéro, comme je vous ai dit, c'est une vision qui commence par premièrement, transfert des connaissances. Deuxièmement, mettre à niveau nos structures. Troisièmement, créer une solidarité sud-sud pour vraiment être au niveau d'une solidarité ou un partenariat win-win nord-sud. Car aujourd'hui, il faut dire la vérité, hein, avant j'étais comme vous en train de blâmer l'occidentaux ou le laboratoire qui n'ont pas pensé à nous, mais à la fin, j'ai trouvé que le problème réside en nous. On doit nous-mêmes faire des efforts avant d'aller blâmer l'autre. Et Cancer Zéro aujourd'hui commence, c'est une chaîne de santé avec différents maillons. Et cette chaîne de santé, c'est vrai, elle vise l'Afrique, elle doit commencer par l'Afrique. C'est un modèle qu'on doit exécuter en Afrique. C'est pas que pour les cancers, on pourra les dépliquer. Oui, ok. On doit les dépliquer pour toutes les aires thérapeutiques, mais c'est un modèle qu'on vend au monde. Cancer Zéro commence à rendre la santé plus préventive. Elle commence par un maillon de prévention et de sensibilisation qu'on a baptisé PRISCO, donc des diagnostics, mais des dépistages, des précisions, des centres précoces de diagnostic. Lorsqu'on parle de diagnostic, on parle des centres de référence de prise en charge. La méthode de l'hôpital aux cliniques à l'ancienne, c'est has-been. Il n'y aura plus d'hôpital. Il y aura d'hôpital virtuel. Et c'est ça qu'on aura besoin. On doit commencer là où les autres ils sont en train de penser ou là où les autres ils sont. De même façon, on crée des centres d'investigation clinique basés sur les données et on a une diversité qui est nulle. On les trouve nulle part. Vous savez, je travaille chez les grands et j'assiste à des grands congrès et dans plusieurs boards scientifiques. L'avenir de la santé mondiale qui pourra rendre le mythe de l'homme éternel une réalité, une vérité, c'est l'Afrique, due à notre diversité génomique et pas que. Donc ça, c'est une réalité, mais on doit faire des choses pour qu'on ne reste pas un marché, pour qu'on ne reste pas un lieu de test. Donc la même chose, ça réside dans la production pharmaceutique et on a discuté tout à l'heure des capacités de production pour une souveraineté et réduction des coûts des médications chez nous. Et bien sûr, tout ça ne pourra pas se faire sans une formation médicale continue et sans éducation thérapeutique. Et tout ça aussi ne pourra pas se faire encore car je suis convaincu que Cancer Zéro, c'est pas un business. Tout ça doit être porté par une fondation Cancer Zéro, que tous les pays africains participent. Et les pays africains, ça sera le modèle qu'on va exposer et vendre au monde. On est là, on veut développer avec vous. On est là, on fabrique avec vous. On est là, on n'a pas besoin de se retirer de M. Trump. OK, qu'il se retire. On est capable de prendre des relèves, fabriquer pour nous et développer pour nous. Donc, d'une façon brève, donc c'est ça le maillon de Cancer Zéro Biopharmaceutical. Elle se base sur la création de hubs de fabrication sur place de biosimilaires, quelque chose qui n'existe pas ni en Afrique ni en Moyen-Orient. Aujourd'hui, même en Asie, il y avait la Chine qui a commencé à fabriquer 3 molécules. Le 3, on est capable de les fabriquer, on a leur dossier, et le Japon qui fabrique un seul biosimilaire. Notre mission, c'est de créer cette interconnexion entre les pays africains, transférer ces know-how à tous les pays africains, mais apprendre aussi à nous tous comment travailler ensemble, comment standardiser nos moyens, standardiser nos règles d'approbation des médicaments.
Je suis désolé, je suis obligé d'aller plus vite que ça. Aujourd'hui, on a choisi des pipelines pour répondre à des besoins d'épidémiologie selon les notions de l'OMS. On a choisi les cancers les plus répandus en termes d'incidence, mais on a choisi aussi des molécules pour répondre à des besoins africains, tels que des molécules antirétroviraux. Aussi, on est responsable et on fabrique selon les recommandations internationales, donc les normes internationales pour répondre aux besoins du monde et non pas que de l'Afrique. L'Afrique, elle était toujours généreuse, donc on pense à nous, mais on pense aussi au monde. Et dans ces cas-là, on a établi un contrat avec un laboratoire africain, le deuxième en termes de capacité de fabrication et de vente de médicaments en Afrique, qui a enregistré déjà 97 dossiers en Afrique avec plus de 17 médicaments qui sont enregistrés dans les pays que vous voyez, mais aussi qui vont en Asie et en Orient et qui fabriquent aussi pour l'Europe. Ce laboratoire, il s'appelle Inimed 2, donc une fusion totale entre Cancer Zéro et Inimed 2 pour ramener cette stratégie de fabrication de médicaments anticancéreux sur place, ce qui va donner à l'Afrique la possibilité d'une souveraineté sanitaire et une accessibilité, donc sans rupture, car vous savez, pour l'oncologie, s'il y a des ruptures de stock, donc le patient, la maladie, elle avance, elle ne s'arrête pas malheureusement.